Nous avons surtout parlé jusqu'ici avec Jacques Duclos de la nécessité et de la manière d'améliorer les conditions matérielles d'existence. Mais Jacques Duclos, l'homme ne vit pas seulement de pain, il ne s'agit pas seulement pour nous de lui donner seulement des frigidaires, encore que ce ne soit pas négligeable. Nous voulons lui donner aussi la culture, la dignité, la liberté. C'est même là l'objectif essentiel de notre combat. C'est pour cela que personnellement j'ai adhéré au Parti communiste il y a un peu plus de 25 ans et c'est pour cela que j'y suis resté. Or, paradoxalement, certains nous accusent de vouloir détruire les libertés démocratiques. Alors, c'est faux tout ça, mais enfin, il faut dire que le mot liberté, plus qu'ailleurs sans doute à cause des conditions historiques de développement de notre pays, exerce une sorte de fascination sur toutes les Françaises et sur tous les Français. Cependant, il faut bien distinguer entre les libertés théoriques et les libertés réelles. Par exemple, la Révolution française, qui lança à travers le monde son célèbre triptyque liberté, égalité, fraternité, avait une conception de la liberté restrictive dans un certain sens, lorsque par exemple fut votée la loi Le Chapelier qui privait les travailleurs du droit de s'organiser pour défendre leurs revendications de salariés. Et puis, il faut bien dire que les libertés conquises par la révolution de 1789-1793 ont été souvent remises en cause. Et justement, c'est à cause de cela que la Révolution française, la Révolution de 1830 a eu lieu, que celle de 1848 s'est produite, et la Commune de Paris aussi dans une certaine mesure, encore qu'elle allait plus loin, puisqu'il s'agissait là d'une révolution de caractère prolétarien, elle aussi était dressée contre les atteintes portées aux libertés du peuple. Mais il y a cette différence fondamentale entre certaines libertés et d'autres libertés. Par exemple, les capitalistes ont en France, et comme dans tous les pays capitalistes, la liberté d'exploiter. Mais les travailleurs ont-ils les mêmes libertés? Par exemple, la liberté du travail, eh bien, est-ce qu'elle est un fait concret pour le travailleur, pour le chômeur, par exemple, qui attend vainement du travail? La liberté du travail est en définitive utilisée bien des fois pour mater les grèves contre les ouvriers pour leurs revendications, mais cette liberté du travail n'est pas accompagnée du droit effectif au travail, lequel est inscrit, c'est vrai, dans la Constitution, mais il n'est qu'inscrit sans aucune espèce d'application pratique. Par conséquent, il y a liberté et liberté. Elle est valable pour les uns et elle est plus formelle pour les autres. Par exemple, les citoyens, devant le suffrage universel, ont tous la liberté de vote. Seulement leurs votes n'ont pas la même valeur. Par exemple, les députés de la majorité sont élus, ils représentent 72% de l'effectif de l'Assemblée nationale et ils n'ont obtenu que 45% des voix. Par conséquent, il y a là une liberté frelatée, parce que cette liberté est privée de l'égalité devant le suffrage universel. Ce sont des choses qu'il faut dire, sans quoi on a une fausse idée de la liberté avec un L majuscule. Oui. Je crois que l'on peut dire que ces libertés démocratiques, en somme, en effet, n'ont jamais été octroyées, mais qu'elles ont été conquises par la classe ouvrière. Et tout au long de l'histoire, c'est ça. L'histoire du 19e siècle et l'histoire de notre siècle. Enfin, si les ouvriers ont réussi à obtenir le droit de se syndiquer, s'ils ont obtenu la journée de 8 heures, s'ils ont obtenu, enfin, toute une série de revendications, s'ils ont obtenu la semaine de 40 heures, qui depuis d'ailleurs n'est plus appliquée, n'est-ce pas, au moment du Front populaire, c'est parce qu'il y a eu des courants populaires, des mouvements ouvriers d'une extrême puissance. Bien, mais demain, Jacques, alors nous conserverons les libertés démocratiques jalousement, mais qu'est-ce que nous attendez, la liberté d'exploiter, celle-là, nous ne la conserverons pas. Mais ce n'est pas une liberté démocratique. Ah oui, mais elle n'est pas démocratique. C'est pourquoi il faut faire une différence entre les libertés démocratiques et celles qui sont antidémocratiques. Voilà. Absolument. Alors, mais les autres libertés, nous les conserverons. Non seulement nous les conserverons, mais nous les développerons, absolument, bien entendu. Absolument. Mais par exemple, la liberté d'expression, puisqu'on est ici à la télévision, qu'est-ce que nous proposons? Eh bien, nous proposons que, par exemple, l'ORTF ne soit pas seulement au service du gouvernement, mais soit un service public au service de la nation. Et nous considérons que, par exemple,
tous les partis politiques représentatifs dans le pays, ainsi que les organisations syndicales et les organisations démocratiques, devraient avoir un temps d'antenne, un temps de petit écran, soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, afin que l'opinion publique soit informée pas seulement par le gouvernement, mais enfin par des organisations qui comptent dans le pays. Jacques Duclos, plus généralement, voudrais-tu rappeler ce que nous proposons pour les libertés démocratiques, puisqu'il y a un manifeste? À ce sujet-là, moi je fais appel à un texte officiel, c'est celui du manifeste adopté par notre comité central dans sa session des 5 et 6 décembre 1968. Non, puisqu'il a été édité à 1,5 million il y a quelques mois, et maintenant peut-être près de 2 millions. Alors, nous disons quoi? À la page 33, c'est un document dont je conseille d'ailleurs la lecture, eh bien, nous expliquons ce qu'est qu'une démocratie avancée. Nous disons, toutes les libertés démocratiques touchant à l'élection par le peuple de toutes les assemblées délibérantes, à la libre activité des partis et des syndicats, à l'information, à la laïcité de l'État et de l'école, aux possibilités d'expression et d'organisation des travailleurs dans les entreprises, ainsi que des enseignants et étudiants dans les universités, devront être développées et assurées dans la pratique. Il ne s'agit pas de liberté formelle, mais de liberté réelle. Jacques, tu sais qu'on nous objecte souvent ce qui se passe dans les pays socialistes. Prague, par exemple. Oui, mais à Prague, tu veux faire allusion à quoi? À ce qui s'est passé au mois d'août de l'année dernière. Eh bien là, nous avons une attitude très claire et très nette. Nous avons officiellement désapprouvé ce qui s'est passé là-bas. Et nous avons demandé, nous avons formulé une opinion relative à la normalisation de la situation dans ce pays. Une normalisation qui, à la limite, suppose évidemment le départ des troupes du pacte de Varsovie. Et je crois, d'après les renseignements que nous avons, que c'est dans cette direction qu'on s'oriente. Bien. Mais alors, justement, à ce sujet, tu ne trouves pas que ce qui nous attaque au nom de la liberté, Oui, enfin, quand je pense qu'il y a... En particulier pour la Tchécoslovaquie. Oui, toute une série d'individus qui, au moins, au moment de Munich, ont lâché ce pays, l'ont livré honteusement, ont appelé en quelque sorte Hitler à dépecer la Tchécoslovaquie. Et quand je vois tous ces gens-là, maintenant, qui viennent nous donner des leçons et qui se font les défenseurs de la Tchécoslovaquie, les Poher et les Pompidou font ça maintenant. Eh bien, non. Pas ça, et pas vous, pourrait-on dire à ces gens-là. Nous n'acceptons pas de leçons de gens, d'ailleurs, qui parlent de liberté toujours, mais qu'ont-ils fait, cela, de la liberté du peuple vietnamien pendant qu'ils faisaient la guerre là-bas au Vietnam? Et que font-ils maintenant pour protester contre le génocide de l'impérialisme américain, dont cet impérialisme se rend coupable au Vietnam? Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils observent un silence approbateur, par conséquent, un silence complice dans une certaine mesure. Nous n'acceptons pas de leçons de ces gens-là qui viennent nous accuser de vouloir détruire les libertés. Non, nous ne voulons pas détruire les libertés, nous voulons les élargir, nous voulons les développer. Et pour aboutir à cet élargissement, il faut bien débarrasser la liberté des contraintes économiques qu'elle subit maintenant. C'est-à-dire que c'est seulement dans un régime où l'exploitation de l'homme par l'homme aura disparu, c'est-à-dire dans un régime où la liberté d'exploiter le travail d'autrui aura disparu, que l'homme pourra se sentir libre, que l'homme ne sera plus aliéné par l'exploitation dont il est victime. Voilà ce que nous pensons. Et puis, la liberté, certains en parlent, mais ils n'en ont jamais été privés de la liberté. Ils en ont privé les autres. Moi, je n'ai jamais privé personne de sa liberté, mais j'en ai été privé, moi, de ma liberté. J'ai été en prison parce que j'avais défendu mes idées, parce que j'étais fidèle à mes idées. Et c'est assez curieux de voir un candidat à la présidence de la République rappeler ses prisons, mais je n'en rougis pas, parce que d'autres y sont allés en prison, mais pour des motifs moins nobles. Moi, j'y suis allé pour attachement à mon idéal. Eh bien, quand on a souffert pour la liberté, on est prêt à la défendre. Et nous sommes sûrs que le 1er juin, les Françaises et les Français seront distingués entre les fossoyeurs et les véritables défenseurs de la liberté.